est-il possible de rendre quelqu'un amoureux? Je me suis dit, c'est une question qui concerne tout le monde, hein. Quel que soit le milieu, l'âge, quelle que soit la culture, parce que malgré ce qu'on raconte, la passion amoureuse, on la retrouve partout. La façon d'être amoureux, ça change bien sûr, mais la passion amoureuse, elle est connue partout. On va y revenir tout à l'heure, on va comprendre pourquoi. Alors, poser la question comme ça. Alors, Gwenaël disait que c'était iconoclaste. C'est iconoclaste, mais pourtant, moi, ça me semble naturel de poser la question comme ça. D'abord parce que c'est l'intérêt des personnes, c'est-à-dire vous avez envie que l'autre personne soit amoureuse de vous, c'est ça que vous avez envie. C'est vrai que c'est ça. Non, parce que aimer quelqu'un, ça suffit pas. Ce que vous voulez, c'est qu'il vous aime aussi, quoi. Et s'il ne le fait pas spontanément, si on pouvait y arriver d'une autre manière, hein, c'est vrai. Et donc, est-ce qu'il y a des moyens? Est-ce que ça se peut? Poser la question comme ça fait bizarre dans notre univers. Et c'est une question à rebours, en quelque sorte. C'est curieux que ça fasse bizarre. Je vais partir de ça, sur le fait que c'est curieux que ça fasse bizarre. C'est curieux que ça fait bizarre, mais en même temps, ça devrait sembler naturel, puisque on a une culture, en fait, de l'influence. Puisqu'on vous dit, vous avez tout le temps de la publicité, vous regardez la télé, vous avez de la publicité tout le temps. La publicité, c'est fait pour quoi? C'est pour déclencher votre désir. Vous savez que c'est ça. C'est bien ça. C'est-à-dire que vous baladez au supermarché, puis vous passez devant des boîtes de lessive et vous dites, c'est celle-là que je veux, je désire cette boîte de lessive. Et comment vous faites ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a rendu désirant, en quelque sorte. Le désir, l'idéologie du désir, c'est l'idéologie de la consommation, hein, vous savez ça. Donc Lacan, qui a fait la théorie du désir, en fait, travaillait pour les boîtes de lessive, en fait. Ouais. Ben oui, parce que c'est ça, la théorie du désir, c'est ça. Eh bien, moi, quand je dis que c'est possible de le faire aussi, vous, pas seulement d'en être l'objet, mais aussi le sujet. C'est-à-dire que vous-même, vous puissiez être pris dans cette pratique, en quelque sorte. Au fond, je remets le monde à l'endroit, en quelque sorte. Hein. Ça va? C'est clair ce que je vous dis? Bon, donc je vais partir de ça. Alors, ça, c'est le premier constat. Et c'est une question, à mon sens, fondamentale, mais c'est une question qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, à rebours, en quelque sorte. Maintenant, lorsqu'on va chercher à rendre l'autre amoureux, on ne cherchera jamais, d'ailleurs c'est pas possible, je crois, à rendre quelqu'un raisonnablement amoureux. C'est-à-dire, on ne va pas chercher à déclencher un amour raisonnable, un amour qui vous fait rester tous les soirs à 18h à regarder des chiffres et des lettres ensemble, tout ça. C'est pas cet amour-là qu'on peut déclencher, hein. C'est la passion amoureuse, c'est celle-là qu'on cherche à déclencher. Et le fait que cette passion amoureuse, on va y venir, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que la passion amoureuse, le fait que c'est cette passion amoureuse qu'on veut déclencher, ça nous est pas très sensible à nous, du fait même de notre langue, en fait, puisque ça s'appelle pareil. En français, ça s'appelle pareil, c'est l'amour et l'amour. C'est-à-dire être dans ses pantoufles à regarder des chiffres et des lettres avec sa chérie ou son chéri, ou bien être fou d'amour pour quelqu'un et sitôt qu'il est même passé de l'autre côté de la porte, il nous manque, quoi. Et ben c'est le même mot, c'est amour. Dans les deux cas, c'est amour. Eh bien, c'est pas dans toutes les langues pareilles. Et par exemple, en grec ancien, il y a deux mots que vous connaissez forcément puisqu'ils font partie de notre langue aussi. Il y en a un qui est celui qui est la passion amoureuse, c'est Eros. Eros, c'est la passion amoureuse, le désir au sens fort, pas celui de Lacan, pas celui des boîtes de lessive. Le désir, je vais y venir tout de suite, la passion amoureuse. Et philia. Philia, qu'on traduit souvent par l'amour. En fait, philia, ça ne veut pas dire l'amour, ça veut dire l'amour aussi, mais ça veut dire aussi l'amitié, ça veut dire aussi
cet amour raisonnable dont je vous parlais tout à l'heure, en grec, ça a deux mots différents. Alors, si on cherche à déclencher l'amour chez l'autre, c'est pas philia qu'on arrive à déclencher, c'est éros qu'on arrive à déclencher. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, on le représente comme ça, quoi. Comme vous venez de le voir, comme quelqu'un qui vous lance une flèche, quoi, qui vous atteint. Alors, je vais peut-être aller un peu plus vite là-dessus, mais si vous voulez, je vais partir de cet énoncé, qui va être notre énoncé, on va dire, notre postulat de travail. La passion amoureuse, celle que vous ressentez, que vous avez l'habitude, parce que vous vivez dans ce monde-là, dans ce monde qui est le monde de la lessive, parce que vous vivez dans ce monde-là, moi aussi, hein, je ne vous critique pas, ce n'est pas du tout une critique, c'est que nous vivons dans ce monde. La passion amoureuse, on nous a habitués à la penser comme quelque chose qui vient spontanément, quasiment par hasard, et on ne sait pas par où, et que ça nous vient comme ça. Or, moi, je dis que mon postulat de départ, pour travailler ensemble cet après-midi, hein, ce n'est pas mon postulat philosophique fondamental, mais mon postulat de départ, ça va être la passion amoureuse naît d'une manipulation. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose pour que je sois dans cet état de passion amoureuse vis-à-vis d'un troisième. Ça va ? Cette idée, elle vous révolte, vous n'êtes pas d'accord, bien entendu, puisque c'est pas dans votre monde, ça ne veut rien dire. Mais peut-être y a-t-il des gens qui viennent de mondes civilisés parmi nous. Il doit y en avoir, hein. Je veux dire d'Afrique, d'Inde, de Madagascar, des mondes civilisés qui ont des vraies civilisations, je veux dire. Et ils savent que quand on voit la passion amoureuse, on sait tout de suite qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Ça va ? Alors on va essayer de voir c'est quoi ce quelque chose et comment c'est possible de penser ça. Mais ça va être mon paradigme, celui à partir duquel je vais commencer à travailler avec vous aujourd'hui. Alors si c'est comme ça, à ce moment-là, je ne vais pas m'intéresser tellement à ce que ressent la personne. Si, je vais m'y intéresser un petit peu au début pour vous expliquer de quoi je parle quand je parle de la passion amoureuse. Mais je vais surtout m'intéresser à de la technique, en fait. Parce que si on dit c'est le résultat d'une manipulation, eh bien alors à ce moment-là, on va dire mais comment on fait, quoi ? Non pas qu'est-ce que c'est, mais comment on fait ? Comment on fait ? Alors je vais m'intéresser aux techniques, aux paroles, aux objets, aux filtres, aux parfums, aux prières, aux rites, à toutes ces choses-là qu'on peut utiliser pour rendre quelqu'un amoureux. Mais pas seulement aux actions, aux objets, mais aussi aux êtres qu'on invoque, qu'on convoque, en quelque sorte, pour arriver à ça. Et on va essayer de les décrire, non pas de manière extérieure, c'est-à-dire en disant les autres font ceci ou les autres font cela, mais on va essayer de rentrer dedans pour aboutir, si on sait bien le faire, si on arrive à travailler ensemble, si vous partagez ma discussion, et bien si on arrive à faire ça, peut-être qu'on arrivera à des conseils de comment faire, nous, aujourd'hui, si on veut rendre quelqu'un amoureux, votre voisin, votre voisine. Peut-être, j'aurai pas le temps de faire des travaux pratiques aujourd'hui, je vous dis tout de suite. Bon, d'accord ? C'est ça qu'on va faire cet après-midi. Alors, ça c'est un objet. Ça c'est un objet, ce qu'on appelle un ostraca. C'est des tessons de poterie qu'on a retrouvés. On en a retrouvé des milliers, des tessons de poterie comme ça. Celui-là était égyptien, il est écrit en démotique tardif. Donc c'est des hiéroglyphes, mais alphabétiques, si vous voulez. C'est-à-dire ça se lit comme du grec, en vérité. Et qui contient un texte. Cet ostraca était destiné à être mis sous les pas de la personne que vous souhaitiez rendre amoureuse, et il paraît que ça marchait. On va voir pourquoi ça marche et comment ça marche. Alors, Ostracon, Égypte, British Museum, 6 lignes de chant d'amour et une ligne de prière. Bon. D'abord, on va commencer par qu'est-ce que c'est la passion amoureuse ? C'est ce qu'on cherche à déclencher. Il faut savoir aussi, parce que vous cherchez à déclencher quelque chose sur votre voisin, sur votre voisine, c'est là-dessus qu'on est parti. Et puis, il faut savoir sur quel va être le résultat.
est-ce que c'est une bonne affaire? C'est pas certain que ce soit une bonne affaire. Parce que qu'est-ce que vous allez obtenir, quoi? Quand vous obtenez une passion amoureuse, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois un sentiment, bien sûr, c'est un sentiment, une émotion et un état qui est durable, qui risque de durer un certain temps, parfois qui dure très longtemps. Hein. Et cet état est particulier et il est parfaitement possible de le décrire et ça fait partie justement de sa force. C'est les caractéristiques dont je vais vous parler maintenant. Alors, la première chose de cet état, c'est ce qui le caractérise, ce qui d'ailleurs était déjà décrit dans Platon. Parce que Platon, au fond, je parle là, c'est la suite de Platon, quoi. C'est beaucoup mieux que ce que racontait Platon, hein, je vous dis tout de suite. Hein, parce que Platon ne connaissait pas tout ce que je vais vous raconter là. Mais en même temps, c'est de ça qu'il part, Platon. Il dit qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est une souffrance. C'est une souffrance, c'est-à-dire c'est un manque. C'est un état de manque. C'est-à-dire ce que vous allez créer chez la personne, c'est un état de manque. Un état de manque total, permanent. C'est-à-dire, quand elle n'est pas là, supposons que ce soit une dame qui m'a rendu amoureux, je pense que c'est une dame. Mais allez savoir, allez peut-être aller voir quelqu'un qui a fait ça. Quand elle n'est pas là, elle me manque. Mais quand elle est là, elle me manque aussi, parce qu'elle n'est pas assez près. Et quand je couche avec elle, elle me manque encore, parce qu'on n'est pas collé. Et puis même au moment de l'orgasme, elle me manque encore, parce qu'on n'est pas fusionné. C'est un manque total, permanent. Ça va, vous comprenez? Ça, c'est une des caractéristiques principales. Donc c'est assez éloigné de l'amour raisonnable, de l'amour qui s'installe dans un couple au bout de 35 ans ou 60 ans, ou je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Mais c'est de ça qu'il s'agit, et quand on cherche à déclencher la passion amoureuse, c'est ça, c'est cette caractéristique. Le premier caractère de cet état, c'est le manque. Le deuxième caractère, ah oui, j'ai oublié de vous dire, ce manque, on peut le comparer à quelque chose. Et d'ailleurs, on l'a comparé à ça. Ça ressemble à la toxicomanie, en fait. Hein. C'est un état de manque, comme on décrit l'état de manque chez le toxicomane. Ça va, vous me suivez? Allô? C'est-à-dire, quand on n'a pas la substance, on souffre. Et quand on l'a, c'est ça la différence. Hein. Quand vous êtes toxico, quand vous avez la substance, pendant un certain temps, vous ne souffrez plus. Pendant la passion amoureuse, même quand vous avez la substance, vous souffrez encore un peu, quoi. Et parce que vous n'avez pas totalement fusionné. C'est la seule différence entre la toxicomanie et la passion amoureuse. D'ailleurs, certains disent que la passion amoureuse est peut-être une toxicomanie. C'est-à-dire que le fait même d'avoir une relation passionnelle comme ça avec quelqu'un déclenche à l'intérieur du cerveau des tas d'orages chimiques. Et ces orages chimiques qui sont déclenchés là, ça vous plaît, quoi. C'est comme si un chimpanzé, on lui avait mis une manette dans laquelle il pourrait déclencher du plaisir sensuel, il lâcherait plus sa manette, quoi. Hein. Sitôt qu'on l'éloigne de sa manette, et il a toujours envie de retourner prendre sa manette, si vous voulez. Bon, je dis un chimpanzé, peut-être que le chimpanzé, il en aurait marre de sa manette. Mais le rat, il n'en a pas marre. Et il y en a même qui meurent, qui refusent de se nourrir, qui n'arrêtent pas de s'accrocher à la manette, ils ne veulent plus la lâcher. Alors, c'est une toxicomanie dans ce sens-là, si vous voulez. Donc, on est à l'extrême opposé de ce que disait Freud, par exemple, qui disait que la toxicomanie, c'était de l'amour. Comme toujours, Freud, c'est le contraire de ce qu'il dit qui est vrai. C'est-à-dire, oui, parce que Freud dit l'alcoolique est amoureux de sa bouteille. Mais c'est ça qu'il dit. L'alcoolique est amoureux de sa bouteille, ça veut dire que son objet d'amour, c'est la bouteille. Donc, c'est la toxicomanie qui est une passion amoureuse. Non, c'est la passion amoureuse qui est une toxicomanie.
parce que c'est le processus même du manque qui est en action. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui explique pourquoi on s'y attache, pourquoi on aime ça, pourquoi on y revient, pourquoi on le recherche, c'est que quand on a cette passion amoureuse, il y a une sorte d'irruption à l'intérieur de soi d'un autre. On est toujours amoureux d'un qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire d'un qui n'est pas nous, qui est un radicalement autre. Cette passion pour une altérité, quelqu'un qui n'est pas moi et qui tout d'un coup devient partie constituante de moi à tel point que son absence est vécue comme étant un manque. Cette chose-là, c'est de la folie, quoi. C'est une générosité totale. C'est le seul moment de votre existence où vous êtes généreux. Le reste du temps, vous n'êtes jamais généreux. Vous êtes toujours intéressé à mettre en valeur votre propre plaisir, votre propre intérêt pour vous-même, etc. Toutes vos actions sont des actions égoïstes, sauf quand vous vivez la passion amoureuse. À ce moment-là, vous êtes préoccupé de la vie, du plaisir, de la sensation d'un autre qui n'est pas vous. Cette chose-là est incroyable. C'est incroyable. C'est connu depuis très longtemps. Hein. Et c'est pas une altérité au sens de l'altérité des sexes, puisque c'était connu. Parenthèse, je vous dis ça en passant. Chez les Grecs anciens, puisqu'on était chez les Grecs, il y avait un bataillon qui était le bataillon sacré de Thèbes. Vous avez entendu parler de ça, constitué de couples homosexuels, hein, de gens qui étaient passionnément amoureux. Et on les mettait ensemble, au combat, ensemble. Parce qu'on savait que la générosité était à tel point entre les deux parties du couple, quoi. Elle était à tel point que jamais on n'abandonnerait l'autre au combat. Et donc ça donnait les soldats les plus valeureux. Et Plutarque disait, c'est pas étonnant qu'ils gagnent toutes les batailles, parce que rien ne peut arrêter quelqu'un qui va sauver son amour, en quelque sorte. Donc c'était connu, pas seulement, donc c'est un intérêt pour l'altérité, pas le fait que ça soit de l'autre sexe nécessairement, mais que ça soit pas moi, un autre, quoi, la relation avec un autre. Donc j'ai appelé ça la générosité. Ça va? Vous me suivez? C'est le deuxième élément. Non, ça, c'est des choses que vous connaissez. Je mets des mots sur des choses que vous connaissez, parce que vous avez tous eu une passion amoureuse dans votre vie. Hein? Allez, à un moment ou à un autre, à 13 ans. Vous vous rappelez plus? Après, ça recommence, hein, à 20 ans. Après, ça recommence à 40 ans en général. Et après, parfois, ça recommence encore, hein, je vous préviens. Alors, le troisième élément qui caractérise cet état, c'est la métamorphose. C'est-à-dire que la personne, à ce moment-là, est persuadée qu'elle est en train de se modifier de manière radicale, que ce qu'elle va être à l'issue de ce processus, le résultat de ça va être quelque chose qui est totalement différent de ce qu'elle était au début. Elle est persuadée qu'elle est en état de métamorphose. Alors certains disent, j'ai découvert que je savais peindre, j'ai découvert que je savais écrire, que je savais jouer de la guitare, etc. Et tout d'un coup, il se découvre une nouvelle personne qui est en train d'éclore comme ça. Ce n'est pas une métamorphose terminée, c'est une métamorphose en process, on va dire quelque chose, on va le dire les choses comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont dans un état de nymphe. Vous savez ce que c'est une nymphe? Oui, chez les insectes. C'est-à-dire que l'insecte se métamorphose, un peu pas tous, mais plein d'insectes se métamorphosent, disons les papillons. Vous savez, les papillons, c'est des chenilles. Il n'y a pas de relation entre la chenille et le papillon, hein, vous savez. Un papillon, ce n'est pas une chenille avec des ailes. Hein. Un papillon, je veux dire, vous avez une chenille, c'est un être qui est rampant, qui a plein de pattes et qui croque des feuilles. Hein. Donc vous imaginez le monde mental de la chenille. C'est comme ça, croquer des feuilles et marcher par terre, quoi. Et le monde du papillon, c'est totalement différent. C'est quelqu'un qui vole comme ça, qui fait des kilomètres, 10 kilomètres.
10 kilomètres, vous savez pourquoi il fait 10 kilomètres le papillon? Parce qu'il y a quelques phéromones du papillon de l'autre sexe qui sont arrivés jusqu'à son nez. Il peut se taper 10 kilomètres parce qu'il y a quelqu'un, papillonne, hein, une papillonne, à 10 kilomètres de là, qui serait réceptive à son amour. Il y va. C'est ça que fait un papillon. En plus, il a une trompe, il met ses trompes dans les feuilles. Vous savez, vous avez déjà vu un papillon, il a une trompe qui se déroule là, comme ça, comme les serpentins, vous voyez. Donc, vous avez au début une chenille, à l'issue de ça, qui a un univers qui est très particulier, et le papillon qui a un tout autre univers. Entre les deux, il y a une métamorphose. Et pendant le temps de la métamorphose, qu'est-ce qui se passe? Ben, on ne sait pas bien. Hein. On ne sait pas bien. Il y a une dilution totale de l'être pendant le temps de la métamorphose, au moment où ils sont dans le cocon. Ce qui est intéressant, c'est dans le cocon. Vous avez déjà ouvert un cocon? Je suis sûr que vous n'avez jamais fait ça. Moi, j'ai fait ça quand j'étais petit. Parce qu'on faisait, quand j'étais petit, on donnait aux enfants des vers à soie. Vous avez déjà eu ça, non? Et puis on les élevait, comme ça, les vers à soie, c'est des chenilles. Hein. On les élevait, et puis à un moment donné, ils se mettaient dans un cocon. Puis après, ils sortaient un papillon, puis qu'ils se barraient. Mais pendant le temps du cocon, moi j'avais envie de savoir ce qu'il y avait dans le cocon. Ben, je l'ai ouvert parfois, plusieurs fois. Eh bien, vous ne trouvez rien? Non. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une sorte de soupe jaune, moléculaire. C'est une soupe moléculaire. Vous saviez ça? Eh bien oui. C'est-à-dire que pendant ce moment où il est nymphe, toute la constitution de l'être s'est désagrégée. C'est désagrégé en ses particules élémentaires et va se reconstituer selon un autre plan, une autre architecture. Il y a une architecture, et puis hop, tout se démonte, et puis se reconstitue une nouvelle architecture. C'est ça la métamorphose. Eh bien, la personne qui est amoureuse, elle est dans l'état intermédiaire, l'état de nymphe. Et donc, elle est certaine qu'à l'issue de ce processus, il sortira quelqu'un de différent. C'est pas certain que ça se passera. Hein. Parfois, après la passion amoureuse, il ne se passe rien et la personne redevient comme avant. Mais parfois, il y a des vraies métamorphoses. Et je dirais même, je suis psychologue, Gwenaëlle a eu la gentillesse de le rappeler, c'est vrai, c'est ma formation, je suis psychologue, et ça m'intéresse beaucoup. Et parmi les psychologues, je suis un psychologue qu'on appelait psychopathologiste, c'est-à-dire je m'intéressais aux patients, en fait. Enfin, je m'intéresse toujours, hein, et puis de les modifier. C'est-à-dire que la question qu'on me pose un patient quand il vient me voir, c'est « change-moi, change-moi ». Il y a quelque chose qui ne va pas en moi, change-moi. Tu sais faire ça? Tu sais me changer? Alors, moi, j'ai toujours pris la chose au sérieux. Tu veux que je te change? Je te change. Ben oui. Puisqu'il il me demande « change-moi ». Alors, je dis « ok, puisque tu veux que je te change, je te change ». Donc, je fais partie de cette race-là de psychologues. Et je sais que les enfants, c'est assez facile de les changer. Ils ont une propension à changer facilement. Les adultes, c'est super dur de les changer. Et je sais qu'il y a un seul moment où ils changent, où ils peuvent changer, où ils sont susceptibles de changer. C'est quand ils éprouvent une passion amoureuse. Sinon, les adultes, c'est râpé. Il y a très peu de choses qui changent chez eux. Hein. Vous savez ça. Hein. Bon, ils bougent un peu, ils évoluent un peu. Mais c'est le même contenant. Hein. La métamorphose dont je vous parlais, il y a peu de chances que ça leur arrive. Sauf s'ils tombent amoureux. Donc, ça fait partie de la passion amoureuse, cet élément-là que j'ai appelé métamorphose. Encore un élément qui est un élément philosophique. Donc, vous avez vu qu'il y a un élément qui est de la sensation, de la souffrance. Il y a un élément qui est de l'ontologie, c'est soi et l'autre. Un élément qui est un élément de processus, la métamorphose. Et puis il y a un élément qui est de la philosophie de l'existence. Quand la passion amoureuse se déclenche, il y a toujours le même phénomène qui se passe. C'est elle, supposons que ça soit
cette fille qui m'a rendu amoureux, puisqu'on va prendre ça comme exemple. C'est elle, et ce n'est que elle. C'est-à-dire que parmi les 3,5 milliards de femmes qu'il y a dans le monde, il y en avait une seule qui m'était destinée, et je l'ai trouvée. C'est incroyable comme formulation. Vous vous rendez compte? Comme formulation, c'est fou, quoi. Hein, c'est vrai qu'il y a 3,5 milliards de femmes dans le monde, peut-être plus d'ailleurs, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et peut-être disons qu'il y en a 4 milliards sur les 7,5 milliards. Non, mais je dis ça aux jugés, hein, je ne les ai pas comptés, hein, bien sûr. Et donc, sur les 4 milliards de femmes qu'il y a dans le monde, ben, il y en a une seule qui m'était destinée et qui était susceptible de venir s'accoupler avec moi comme ça, aussi bien, aussi parfaitement, et je l'ai trouvée. C'est incroyable. C'était un hasard et c'était mon destin. C'est un hasard qui se révèle destin. Évidemment, à ce moment-là, vous avez une sorte de sentiment d'eureka. Ça, c'est de la philosophie. Comment le hasard peut se révéler destin. Parce que le hasard, c'est un autre nom de la mort, comme vous savez. Hein. Et donc, ce n'est pas la mort, c'est quelque chose qui est l'inverse de la mort. Et c'est le destin, c'est-à-dire quelque chose qui a un sens pour moi, et rien que pour moi, c'est-à-dire c'est la vie. Alors, enfin, la conséquence de ces 4 éléments, qui sont des éléments très spécifiques de la passion amoureuse, la conséquence de ces 4 éléments, c'est que tout d'un coup, à l'issue de ça, eh bien, je deviens une personne et rien qu'une personne. Je deviens je parce que je me suis intéressé passionnément à quelqu'un qui n'est pas moi. Donc, on va dire les choses comme ça, j'existe, je suis, je l'aime, donc je suis. Voici comment on pourrait formuler les choses. Voici donc le phénomène qu'on va déclencher. C'est ce phénomène-là hein, qu'on peut déclencher. C'est celui-là et pas un autre. Et c'est ce phénomène-là, pourquoi est-ce que je dis qu'on peut le déclencher? D'où je tiens qu'on peut le déclencher? Oui, je suis peut-être allé un peu vite hein, en besogne, peut-être un peu de manière paradoxale, et ça explique peut-être votre perplexité que je vois dans vos yeux. Hein. C'est que je suis peut-être allé un peu vite en besogne. C'est pourquoi est-ce que je pense qu'on peut le déclencher? C'est parce que à peu près la totalité, moins, disons 10% de la planète en est persuadée. Quand je dis la totalité de la planète, je sais de quoi je parle. Hein. Je veux dire, toutes les cultures traditionnelles pensent ça. Pas les modernes. Pas les modernes entre guillemets, c'est-à-dire nous, quoi. Les modernes, ça veut dire les Américains aussi, hein, ça veut dire les Anglais, ça veut dire le monde moderne, si vous voulez. Pas les modernes. Ils n'ont plus de place pour cette catégorie-là. Alors que toutes les autres cultures ont une place pour cette catégorie. C'est pour ça que je pense que c'est un mécanisme qui est un des très rares mécanismes universels. Alors, puisque toutes les cultures le pensent, c'est qu'elles doivent avoir des raisons de le penser, et on va aller explorer ensemble les mécanismes qu'ils ont mis en valeur pour penser ça. Alors, je vais vous raconter quelques histoires. La première, c'est celle de Michel Leiris. Vous connaissez Michel Leiris? Ouais. De nom? Si, peut-être de nom. Non? Oui. C'est un je ne sais pas son truc là qu'il a mis. Ça marche toujours? Ouais. Michel Leiris, c'est à la fois un ethnologue, c'est en tant qu'ethnologue surtout que je vais vous en parler aujourd'hui, c'est à la fois un ethnologue et un écrivain, un très grand écrivain. Lévi-Strauss a dit que c'était le plus grand prosateur du XXe siècle. Bon, il a peut-être un peu exagéré, mais c'est quand même des textes magnifiques et puis d'une écriture totalement limpide. C'est un grand écrivain, en tout cas. C'est un de nos grands écrivains français. Mais c'est aussi un ethnologue. Il a commencé comme ethnologue. Et c'est aussi une personnalité particulière. Et en tant qu'ethnologue, c'est un ethnologue sérieux, quoi, si vous voulez. C'est un ethnologue qui était, comme tous les ethnologues, vous allez sur le terrain, ça n'existe plus, hein, ce métier. Hein.
La discipline existe toujours parce que à l'université, on est toujours en retard sur le monde, quoi. Hein, c'est vrai. Hein, bon. Non, mais je suis universitaire, hein, je peux dire du mal de l'université. Donc, mais je veux dire, c'était un temps où on pouvait aller dans des mondes différents et les regarder en disant ah bah ces mondes-là c'est différent. On est tous du même monde aujourd'hui, donc il n'y a pas de monde différent. Donc de l'ethnologie, ça n'a pas de sens, quoi. Pour faire de l'ethnologie, vous savez comment on faisait dans le temps. C'était mes maîtres, ceux qui m'ont enseigné, ont fait cette ethnologie-là, ils me l'ont raconté. C'est-à-dire, on vous prenait, on vous mettait à 10 000 km de là. D'abord, le voyage, ça prenait 2 mois. 10 000 km de là, on vous mettait là, puis on vous disait « Salut, on revient dans 2 ans. On revient te chercher dans 2 ans. » Pas de téléphone, pas de télégramme, pas de portable, pas de rien. Et puis des gens qui parlent une autre langue et qui ont d'autres coutumes. Alors, vous les avez un peu étudiés avant de partir, bien sûr, même beaucoup, mais enfin, ceux qui avaient disponibles. Puis vous vous retrouvez là. Puis au bout d'un moment, vous vivez avec eux, quoi. Au bout d'un moment, vous parlez leur langue. Puis au bout d'un moment encore plus long, vous rêvez dans leur langue. À partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à faire de l'ethnologie. Plus personne ne fait ça, hein, puisque plus personne ne se retrouve dans une situation pareille. Hein. Ben oui, puisque vous êtes parti, mais tous les soirs, vous envoyez un email, et puis etc. Bon, enfin, je veux dire, c'est plus du tout le même monde, quoi. Hein. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible de faire ça. Donc, Léris, c'était ça. C'était cette ethnologie-là. Il apprend cette ethnologie-là, c'est-à-dire une plongée radicale dans l'altérité. Il veut plonger dans l'altérité. Pourquoi il veut faire ça? Parce qu'il veut faire œuvre de science, bien sûr. Je vais vous expliquer ce qu'il va investiguer. Mais aussi parce qu'il a des problèmes. Souvent, hein, c'est ça. Hein. Et les ethnologues, souvent, c'est des gens à problème. Hein. Enfin, dans le temps. Enfin, actuellement aussi, je crois. Mais bon, c'est une autre affaire, ça. Mais en tout cas, ceux qui sont connus, ceux du passé, c'était des gens à problème. Et Léris, c'était un type à problème. Hein. D'ailleurs, ça a failli mal se terminer, ces problèmes, puisqu'il a fait une tentative de suicide qui a failli réussir bien plus tard, d'ailleurs. Hein. Et c'est un homme mélancolique. Hein. Donc, il était dépressif, quoi, on dirait aujourd'hui. Hein. Mais c'était plus grave que ça. Il avait une sorte de mélancolie fondamentale, comme ça. Et donc, il se disait que pour se soigner, bah, il fallait qu'il se plonge dans l'altérité. Il avait bien raison, d'ailleurs. Hein. Parce qu'avant ça, il avait tenté une psychanalyse 5 ans. Bon, ça ne sert à rien, hein. Mais ça ne servait à rien à l'époque, ça ne sert pas plus aujourd'hui. Hein. Donc, moi, j'ai fait une formation à la psychanalyse, j'étais psychanalyste, je sais de quoi je parle. Alors, donc, il a fait 5 ans, puis il était toujours aussi mal. Il s'est dit, pour aller mieux, il faut que je me plonge totalement dans une altérité radicale. Et à ce moment-là, son maître, qui était Marcel Griaule, organisait l'expédition Dakar-Djibouti. C'est 1930. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'expédition Dakar-Djibouti, peut-être? C'est notre tentative de justifier les colonies. On a une tentative humanitaire de justifier les colonies. Mais elle est intéressante, cette tentative. Il en est résulté plein de choses dont on bénéficie encore aujourd'hui, mais sur le fond, c'était un truc, on voulait défendre l'indéfendable, quoi, si vous voulez, mais bon, c'est pas grave. Toujours est-il que Marcel Griaule organise une expédition. Marcel Griaule, qui était le patron de l'ethnologie française. Hein. Vous avez déjà lu Marcel Griaule, peut-être? Dieudope. Non, pas Dieudope. Dieudo, pardon, excusez-moi. Dieudo. Le renard pâle. Non, vous n'avez jamais lu ça? Les Dogons, tout ça, toutes nos connaissances sur les Dogons du Mali, tout ça, c'est Marcel Griaule. Donc Marcel Griaule organise cette expédition, et cette expédition, elle a une idée, quoi. On va parcourir tout l'Empire français, et on va aller chercher dans chaque village de l'Empire français, c'est-à-dire le Mali, ça fait partie de l'Empire français, le Congo, ça fait pas le Congo français, pas le belge, hein, fait partie de l'Empire français, ça va jusqu'à la Somalie, hein, et donc tout ça c'est l'Empire français,
Et donc on va aller dans chaque village et on va démontrer que ces gens-là, eh bien, ils ont une vraie culture et ils ont surtout des vraies productions artistiques. Alors il s'est passé des choses terribles pendant cette expédition. C'est que débarquer dans un village au Mali et puis il disait « c'est quoi ça ?» Alors le chef du village, il disait « ça c'est le fétiche du village, c'est le fétiche qui protège le village. Propriété de l'État français. » Oh, c'est vrai? Ben oui. Hop, il prenait le truc. Ben, ça se trouve, c'est ce... Vous allez vous balader à l'époque au musée de l'Homme, et ben, c'était bourré de ces choses-là. Aujourd'hui, c'est au musée du Quai Branly, c'est mieux présenté qu'au musée de l'Homme, mais c'est toujours les mêmes objets. Hein. Alors, enfin, c'était ça l'idée. Hein. C'était aller faire le répertoire des cultures du monde. Donc l'idée, au fond, elle était humaniste d'un certain point de vue. Mais sur le fond, c'était pour justifier l'Empire, en fait. Hein. C'est 1930. Hein. Et donc, il organise ça, Griaule, et Léry dit « Ah, c'est ma chance, peut-être que j'arriverai à sortir de ma mélancolie en allant me plonger comme ça dans l'altérité absolue. » Et il s'embarque avec Griaule. Et il s'en va, il a un rêve, lui. Il a un rêve, c'est l'Éthiopie, c'est Gondar. Et c'est vrai qu'ils doivent aller jusqu'en Éthiopie, ils traversent toute l'Afrique, hein, d'abord en bateau, puis après en camion, etc. Super expédition qui a duré 2 ans et demi. Enfin, c'était une aventure, quoi, une vraie aventure. Et ils sont quelques ethnologues au début, une dizaine, et puis terminent 3 ou 4, hein, parce qu'il y en a plein qui abandonnent en chemin. Et Léry s'y fera tout, hein, jusqu'au bout. Et donc, il a un rêve, c'est l'Éthiopie, parce que dans sa tête, il y a 2 choses. Il y a Gondar, l'ancien royaume d'Éthiopie, qui était un royaume magnifique, qui a disparu. Et puis, il a aussi 2 personnages dans la tête. C'est Conrad et le Congo, quoi. Et l'œuvre qui est sortie pour lui, Conrad a été capable de sortir cette œuvre magnifique parce qu'il a plongé dans le Congo. Donc, si lui, il va plonger dans l'Éthiopie, ben, il sera le Conrad français, quoi. C'est ça. Bon, c'est pas du tout ça qui s'est passé, mais ça aurait pu. Bon, c'est Conrad et c'est Rimbaud. Mais Rimbaud est allé beaucoup plus loin que lui. Rimbaud, qui, lui, est allé jusque là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rimbaud? Ben, il a plongé vraiment hein, dans une abyssine, sa belle abyssine, c'est-à-dire dans une femme, quand même. Et donc, il fallait faire la plongée jusqu'au bout. Donc, mais il a ça dans la tête. Il arrive là-bas et il décide de... Je vais jamais terminer, attends. Hein. Et il décide d'étudier un phénomène qui est un phénomène extraordinaire, qu'il ne connaît pas, mais dont on lui a parlé, qui s'appelle le Tsar. Alors ça, moi, je peux vous raconter, parce que moi, je le connais très très bien, le Tsar, pour plusieurs raisons. Parce que moi, je suis né en Égypte, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 9 ans là-bas, et le Tsar, c'est une pratique qui se pratique dans toute la vallée du Nil. Probablement, elle est originaire d'Éthiopie, mais on retrouve la même pratique au Soudan, et on retrouve la même pratique jusqu'à Alexandrie, en fait, hein, jusqu'à l'embouchure du Nil, en fait. Et donc, elle existait au Caire, où j'ai grandi, moi. Elle existait au Caire, et je dis elle existait parce qu'elle a dû disparaître presque totalement il y a une dizaine d'années, je dirais. Enfin, ces dernières années, c'est extrêmement difficile d'assister à un rituel de Tsar maintenant, au Caire. Vous pouvez toujours courir. À la rigueur, ils vont vous dire « Ah ouais, c'est les gens qui font de la musique, là. » Puis c'est tout, quoi. Alors que moi, je sais très bien, parce que ma grand-mère, elle le faisait, et qu'elle m'emmenait. Elle m'emmenait, j'étais un petit gamin, j'avais 5 ans, et elle m'emmenait, alors que normalement, les hommes n'ont pas le droit. Mais comme j'étais un petit gamin, je n'étais pas un homme, donc hop, elle m'emmenait. Et donc, c'est ça qu'il décide d'étudier. Qu'est-ce que c'est que le Tsar? Je vais vous la faire courte, hein, parce que c'est des choses un peu compliquées qui valent une analyse approfondie de plusieurs heures. Hein, mais je vais vous la faire courte. Le Tsar, c'est un être. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, le Tsar. On dit un Tsar. Tsar, ça a un sens. Hein.
c'est probablement un mot éthiopien, mais c'est de l'amharique, si vous voulez. Mais l'amharique, c'est une langue sémitique, donc le mot a un sens en amharique, il a un sens voisin, mais pas tout à fait le même en arabe, qui est une autre langue sémitique. Il a un autre sens un peu différent encore en hébreu, et encore un autre sens en araméen, mais tous ces sens se touchent. Grosso modo, ça veut dire l'étranger qui vient nous rendre visite, le tsar. Sauf que cet étranger qui vient nous rendre visite, il est invisible. Alors imaginez qu'il y a un étranger invisible qui vient vous rendre visite. Comment vous savez qu'il vient? S'il est invisible, il y a peut-être des tsars dans la salle. À quoi on sait qu'ils sont là? Comment on les identifie? Comment on fait pour leur entrer en communication avec eux? Il y en a plein dans la salle. Ça, c'est sûr. Chaque fois qu'il y a des gens rassemblés qui ne se connaissent pas, il y a des tsars. C'est obligatoire. Dans un hall de gare, il y en a plein partout. Dans une fac, alors, vous vous rendez compte, plein de gens qui ne se connaissent pas, quoi. Donc, et c'est là qu'il y a ces êtres-là. Alors, comment on les identifie? On les identifie parce qu'on sait ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est une certaine musique, le sang. Ça, toujours, c'est ce qui les intéresse. Donc, il faut couper des animaux, alors. Parce que, bah oui, le sang des animaux, bien sûr. Alors, si vous n'êtes pas riche, c'est une poule. Sinon, le mieux, c'est un bœuf, quoi. Ça, c'est génial. Un taureau, alors là, ils viennent tous. Donc, ça aussi, ça les intéresse. La danse, puis certains chants aussi, puis certaines paroles, puis des groupes. Ils aiment bien, ils sont comme nous, ils aiment bien leurs semblables. Donc, pour les faire apparaître, on réunit des gens qui ont des arts. Donc, on se dit, par exemple, si je me dis que Philippe, là, il a un tsar, supposons que je me dise que Philippe a un tsar. Alors, je vais dire, il a un tsar, mais il ne le sait pas. Donc, je vais l'amener dans une congrégation de gens qui ont tous des tsars. Son tsar à lui, voyant les autres tsars, elle va dire, tiens, il y a des tsars. Hop, il va se mettre à discuter avec les tsars qui sont là, et tout d'un coup, Philippe, il va rentrer en transe. Et donc, c'est ça qui se passe, ça veut dire que le tsar se manifeste. C'est ce mécanisme-là qu'il veut étudier. Et c'est un mécanisme qui est extrêmement présent en Éthiopie, ça encore aujourd'hui. Vous imaginez bien que tous les Éthiopiens aujourd'hui sont chrétiens ou musulmans, qui sont tous, en plus, il y a eu toute la période communiste, il y a eu toute la modernité qui est apparue, etc. Mais au-delà de tout ça, quand ils vont mal, ils disent c'est le tsar. C'est-à-dire, comment on reconnaît l'existence du tsar? La première chose qui fait sa manifestation, c'est que les hommes sont malades. Si un homme est malade, non, je ne dis pas ça pour vous, Philippe. Si un homme est malade, ça veut dire qu'il y a un tsar qui est en train de vouloir parler. Alors, s'il y a un tsar qui veut parler, il faut le faire parler. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'on soignera l'homme malade. On ne soigne pas la maladie de l'homme, on soigne la souffrance à être du tsar. En soignant la souffrance à être du tsar, tout d'un coup, l'homme va mieux. Mais on ne se soucie pas de l'homme, on se soucie du tsar. D'accord? Vous me suivez? Ce qui est une médecine la plus moderne. Ne rigolez pas, c'est vrai. C'est-à-dire que la vraie médecine, c'est celle qui est faite sans le malade. Ben oui, parce que si par exemple je dis, vous êtes malade parce qu'il y a tel microbe qui est en train de se plaire à l'intérieur de vous, bon, moi je fais ça en laboratoire, je regarde le microbe en laboratoire, je vois comment est-ce que je peux négocier des choses avec ce microbe en laboratoire, puis après, si vous êtes là, tant mieux, mais si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, je m'occupe du microbe. C'est la médecine moderne. Et c'était la médecine moderne de l'époque, on ne s'occupe pas de l'homme, on s'occupe du tsar, en fait. Alors, donc, alors je reviens à Michel Leiris, il va dans une congrégation de tsars. Et dans cette congrégation de tsars, elle est dirigée par
elle est dirigée par une vieille, comment on va dire, lui il l'appelle une vieille sorcière, mais c'est pas une sorcière, c'est une maîtresse des arts, quoi. Quelqu'un qui a cette expérience du maniement des arts depuis des dizaines d'années, quoi, qui est une grande professionnelle maîtresse des arts. Et il va et il assiste à toutes les séances. Rappelez-vous ce qu'il veut. Il veut tomber en transe. C'est ça qu'il veut. Hein. Il veut tomber en transe. Mais vous comprenez ce que c'est que la transe du tsar? Je ne sais pas, j'arrive pas à vous le communiquer. C'est que vous arrivez comme ça. Vous êtes... Bon, on va prendre l'exemple de Philippe encore. Donc Philippe, il est normal, quoi. Hein. Vous le voyez comme ça, il est normal. Mais s'il arrive dans cet endroit-là, on va commencer à faire de la musique, on va lui mettre des parfums sous le nez, on va sacrifier des animaux, le sang de l'animal, on va le mélanger à des parfums, on va lui en faire absorber dans des tasses de porcelaine, comme ça, du sang de bœuf à la myrrhe, ou ça doit être pas mal, hein. Tout frais sorti de la carotide, quoi, comme ça. On va lui faire tout ça, et puis tout d'un coup, il va se mettre à faire une crise. Et quand il va faire une crise, on va se dire, mais qui est-ce qui est en train de parler là par la bouche de Philippe? C'est plus lui, c'est plus Philippe qui parle. Qui est-ce qui est en train de parler? C'est un tsar. Et ce tsar-là, on va lui demander, qui es-tu? Il va dire, je m'appelle un tel, par exemple. Et qu'est-ce que tu veux? Il va dire, je veux ceci, je veux cela, je veux 3 mètres de ruban, je veux un œuf, je veux... Il va te poser toute une série de conditions. Qu'est-ce que tu donnes en échange? On va négocier avec lui. On triche, c'est du marchandage, hein. Beaucoup, hein, avec les arts. Et puis on traite tout ça, et puis on dit à Philippe, il revient parmi nous, Philippe, et on lui dit, Philippe, maintenant, t'es marié, hein, avec un tsar, il s'appelle comme ça, t'as intérêt à le servir régulièrement, sinon il va t'arriver des bricoles. Hein. Mais si tu le sers régulièrement, eh ben, tu auras des capacités que tu ne te connaissais pas jusque-là. Donc il vient de faire connaissance avec une altérité dont il ne se doutait même pas, Philippe. Et cette altérité, elle va être un compagnon permanent. Et c'est à vie. Quand vous avez rencontré un tsar, vous ne pourrez jamais vous en débarrasser. À la rigueur, en vieillissant, vous pouvez le refiler à votre fille ou à votre fils, mais ce n'est pas de l'avoir refilé que vous ne l'avez plus, quoi. Hein. C'est comme les microbes. Hein. Ce n'est pas parce qu'on les a refilés qu'on les a plus. Hein. Bon. Et donc... c'est quelque chose comme ça qui se passe. C'est à ça qu'il veut participer, Michel Leiris. Il veut participer à ça parce qu'il est sûr que ça va le sortir de la mélancolie. Il est sûr qu'à force d'y aller, il va tomber aussi. Ça, c'est de la vraie ethnologie. C'est pour ça que je vous dis, il n'y en a plus d'ethnologue. Ça, c'est un vrai ethnologue. D'autant que le Michel Leiris, là, il sort du 16e arrondissement de Paris. Hein. C'est un aristo. Hein. Donc, vous le voyez, au fin fond de Gondard, c'est quand même un autre univers, quoi. Et il participe tous les jours à ce rite. Il tombe, en effet, mais pas en transe. Il tombe amoureux. Voilà ce qui lui arrive. Il tombe amoureux de qui? De la fille de la sorcière, Emma Wahish. Il tombe amoureux, mais fou amoureux d'elle. Il devient totalement obsédé. Si vous avez lu Afrique fantôme, vous n'avez pas lu Afrique fantôme? Lisez Afrique fantôme, c'est un bouquin génial, c'est son journal, hein, où il raconte ce qui lui est arrivé quand il était sur le terrain là-bas. Et donc, je vous ai juste pris un petit bout d'un poème qu'il a écrit bien plus tard, où il relate cette affaire. Gondard, hutte de paille et de pierre, dans des ruines s'écroulant en morceaux, des jours durant, j'y fus amoureux d'une abyssine, claire comme la paille, froide comme la pierre, sa voix si pure me tordait bras et jambes, à sa vue ma tête se lézardait et mon cœur s'écroulait lui aussi comme une ruine. Il était totalement obsédé par cette fille. Alors, il fait quoi, Leiris? Il est obsédé, il va tous les soirs, il tombe plus, hein, il pense plus du tout aux arts, hein, il pense plus qu'à la femme, quoi. Et un jour, il dit, il ose un geste. Elle est assise à côté de lui et il met la main entre ses cuisses.
d'Emawaï. Et il dit, rare épisode érotique de ce voyage, l'unique geste un peu déplacé que je me suis permis à l'égard d'Emawaï lors de la première fête chez sa mère. Qu'est-ce qu'il fait? Il glisse sa main et il dit, alors je vais le citer parce que ça ne s'invente pas, et je me souviendrai toujours de l'entrecuisse humide comme la terre dont sont faits les golems. Il est saisi, quoi, par cette chose-là. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait, Mawaï? Et Mawaï, elle est normale, elle. C'est pas une aristo 50 psychanalyse un peu mélancolique et elle est en pleine forme, Mawaï. Elle se lève, elle prend son tambourin et elle invente une chanson. Elle danse, quoi. Elle est prise, elle commence. Elle, c'est une vraie possédée, donc elle peut entrer en transe à la demande, quoi. Donc elle se met, elle entre en transe. Elle danse et elle lui dit « Oh, nous allons nous marier et tu m'apporteras plein de cadeaux et machin, et tu me donneras plein d'argent, etc. » on est en Éthiopie, c'est normal, je veux dire. Un blanc en Éthiopie, qu'est-ce que c'est? C'est ça, quoi. C'est ça, c'est l'amour aussi, c'est ça l'amour aussi. Et donc, il voit ça, et ça le refroidit sur le champ. Terminé. Ni amour, ni possession, c'est terminé. Après ça, il écrit un bouquin, pas génial, qui s'appelle, pas génial le bouquin forcément, où il dit, vous savez, les rituels de possession, c'est un peu du théâtre, quoi. Ça ressemble au culte de Dionysos, etc. Peut-être vous l'avez lu, ce bouquin. Mais si vous ne savez pas pourquoi il a écrit ce bouquin, vous ne comprenez pas le bouquin, quoi. Mais pourquoi je vous ai raconté cette histoire? D'abord parce que je la trouve extraordinaire, cette histoire, mais parce qu'elle dit tout sur le fond même de la passion amoureuse. C'est-à-dire, elle raconte que la passion amoureuse ou la transe de possession, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est une rencontre avec une altérité absolue et à un moment donné, vous allez faire le sacrifice de votre moi personnel pour le dédier à un moi autre. Dans le rituel de possession, vous allez bien plus loin parce que vous lâchez tout, c'est-à-dire votre voix appartient à l'autre, votre corps appartient à l'autre. Bien sûr que c'est sexuel aussi. Il le décrit, Michel Léris, il dit, quand elle est en transe là, et qu'elle fait des tas de mouvements comme ça, on voit bien qu'elle couche avec son zar, qu'elle a des relations sexuelles avec son zar. Bien sûr que c'est sexuel aussi. Et d'ailleurs, quand vous avez un zar, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme aussi d'ailleurs, mais c'est plus rare chez les hommes. C'est 80% d'hommes, de femmes, pardon, 20% d'hommes seulement. Donc les femmes sont plus douées pour ça, quoi, apparemment. Mais partout, c'est pas seulement pour le zar, pour tous les rituels qui sont comme ça. C'est 80% de femmes. Alors, quand vous êtes, quand vous avez ça, on vous dit, certains jours de la semaine, vous dormez pas avec votre mari. Ben oui, le lundi, le jeudi. Non, ça c'est au Mali, au Maroc, tout ça c'est le lundi et le jeudi. Ailleurs, c'est pas forcément ces jours-là. C'est-à-dire, pendant ces 2 jours-là, vous vous habillez en blanc, vous vous mettez toute seule au lit, prenez une douche avant, vous vous parfumez, et pendant la nuit, très certainement, il va venir et il aura une relation sexuelle avec vous durant la nuit. C'est ce qu'on appelle le mari de la nuit. Vous connaissez cette expression peut-être. Et cette chose-là est extrêmement répandue. C'est aussi le cas du zar. Bon, donc, c'est bien comme la passion amoureuse, mais c'est plus fort que la passion amoureuse. Donc, c'est indispensable de comprendre ce rituel de possession pour comprendre ce qu'est cette passion amoureuse. C'est-à-dire que, au fond, on pourrait dire les choses comme ça, la passion amoureuse, c'est les rites de possession des mondes sans Dieu. Ça va? Vous avez compris ce que j'ai dit? La passion amoureuse. Pourquoi vous êtes plus passionnément amoureux ici, chez les modernes, que par exemple en Éthiopie? C'est quand même plus rare. Parce que vous n'avez plus de Dieu. Parce que sinon, c'est des dieux dont vous tomberiez amoureux. Parce que c'est fait pour laisser une place totale dans votre être au Dieu. C'est à ça que sert ce mécanisme de la passion amoureuse. Ça va? Alors,
On a acquis quelque chose là-dedans. Bon, je vais avancer parce que sans ça... Bon, ça, c'est des... Je vous ai un peu expliqué tout ça. Les photos, c'est des photos du temps de l'Héris. Ça, c'est une femme en transe au Togo. Alors, j'arrive aux mécaniques. Alors, vous avez compris que les dieux sont super importants là-dedans. Bon, les dieux, oui et non, quoi. Hein. Le tsar, c'est pas un dieu. Ça pourrait le devenir. Vous entendez ce que je dis? Ça pourrait le devenir. C'est-à-dire que les dieux ont des histoires. Ils ne commencent pas tout de suite grand dieu. Ils commencent petit démon local. Tous les dieux sont comme ça. Hein. Au fond, on pourrait dire que quand Abraham et Dieu lui tombe dessus, si on considère qu'Abraham est le premier, hein, qui a rencontré ce Dieu-là, qui a eu une descendance, comme vous savez, jusqu'aujourd'hui. Quand ce Dieu-là tombe sur Abraham, c'est un petit Dieu local, il n'a même pas un seul adepte, nul quoi, comme Dieu. Pas mal comme esprit, comme diable, comme tsar, comme quelque chose comme ça. Mais comme Dieu, il est nul, il n'a personne. Il n'a personne. Mais il veut devenir un grand Dieu. C'est pour ça qu'il s'intéresse aux êtres humains. Donc vous avez une sorte d'échange marchand. Il propose à Abraham, bon, je passe parce que ce n'est pas ça dont je veux traiter, le Dieu en question, il propose à Abraham, il lui dit « Tu seras le premier d'une longue lignée ». Ouais, et alors? Il dit « Ça veut dire que tu n'auras pas des enfants, tu auras une descendance ». C'est intéressant. Ben oui, parce que est-ce que vous serez un ancêtre? Est-ce que moi je serai un ancêtre? Non. Ça, je sais que non. Mais vous, peut-être vous serez un ancêtre. Vous savez ce que c'est un ancêtre? Un ancêtre, c'est celui qui ne ressemble pas à celui qui avait avant lui et qui ne ressemble pas à celui qui aura après lui. Ben oui, c'est ça un ancêtre. Un ancêtre, ce n'est pas celui qui vous précède, ce n'est pas un aïeul. Un ancêtre, c'est celui à partir duquel on compte les générations. C'est-à-dire, on dit, ben, je suis un descendant d'Abraham. Aujourd'hui encore, on dit, je suis un descendant d'Abraham. C'est-à-dire qu'il a encore des descendants aujourd'hui. On compte les générations à partir de lui. Il dit à Abraham, je te promets que tu seras... D'ailleurs, c'est le sens de son nom en hébreu. Le père d'une descendance nombreuse. Tu seras ça. En échange, toi, tu vas faire rayonner mon nom à travers la planète. Marché conclu, marché tenu. Hein. Vous avez vu quand même, Abraham, ça doit bien faire, enfin le Dieu d'Abraham doit bien faire 2 milliards, 3 milliards aujourd'hui. Hein. Pas mal, hein. Je veux dire, le contrat a été tenu. Alors, donc c'est bien cette relation-là qu'il y a entre les esprits et les humains. Donc c'est une relation d'échange comme ça. Et réfléchissez bien, c'est logique. C'est-à-dire, si un être n'a pas de matérialité, comment est-ce que je peux le connaître? Comment est-ce que je peux connaître un être qui n'a pas de corps, qui n'a pas de matérialité physique? Comment je peux le connaître? Alors, il y a des choses comme ça je sais pas moi, des infiniment petits. Un photon, par exemple. Par exemple, un photon. Il n'a quasiment pas de matérialité physique. Comment est-ce que je peux connaître un photon? On arrive à connaître un photon. On le fait se catapulter contre une plaque photographique, il fait un point, on dit « Ah, il y a un photon qui est passé par là ». Donc on le reconnaît à ses traces. C'est à ça qu'on le reconnaît, puisqu'il n'a pas de matérialité réelle. Ben, c'est exactement pareil, c'est le même raisonnement. Hein. Je veux dire, ce n'est pas un raisonnement irrationnel ou primitif. Ça fait partie de nos raisonnements les plus sophistiqués. Je reconnais l'invisible aux traces qu'il a laissées sur le visible. Oui? Ça va, vous me suivez? Donc, ces divinités, elles sont... Comment elles sont elles se manifestent
avec leurs intentions. Les divinités, on va dire, elles ont une vie, une mort, hein. On va dire comme ça. Hein. Les dieux, ils naissent, ils meurent. Hein. Vous savez ça. Ils disent qu'ils sont immortels. C'est du baratin. C'est-à-dire ils vivent beaucoup plus longtemps que nous. Mais ils vivent, ils meurent. Bah oui, je veux dire, Osiris, il est mort. Vous êtes au courant quand même. Bah, je veux dire, il n'y a personne qui est en train d'adorer Osiris aujourd'hui. Enfin, il doit y avoir quelques psychotiques au Caire qui quand même, mais pas beaucoup, quoi, franchement. Donc, les dieux, ils naissent, ils meurent. Ils vivent à peu près 3000 ans, pas plus, hein. Mais rarement moins aussi. Hein. Donc, ça veut dire comme ça, c'est le temps de vie d'un dieu. Donc, ça naît, ça meurt. Quand ça naît, mais c'est un petit démon local. Donc, méfiez-vous. Quand vous avez un hasard, un esprit comme ça, peut-être qu'il deviendra un grand dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous suivez toujours? Moyen. Bon, alors, on va avancer. Comment on fait pour, techniquement? Alors, techniquement, étant donné qu'on a compris qu'il s'agit d'ouvrir l'être de la personne pour y introduire une altérité radicale, puisque c'est ça, la possession, c'est ça, la passion amoureuse, c'est ça. Comment est-ce qu'on procède? Eh bien, il y a des dieux spécialisés pour ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Il y a des dieux spécialisés. Et il y en a un, je vais vous raconter très rapidement, parce que je voudrais arriver au troisième point que je voulais traiter. Cette déesse, vous la connaissez peut-être, vous l'avez déjà vue? Non? Vous l'avez jamais vue? Si vous l'avez sûrement vue. C'est Inanna. Inanna qui est devenue Ishtar, qui est devenue Astarté, qui est devenue Asherah. Dans la Bible, elle s'appelle Asherah. C'est toutes celles qu'on ne doit pas toucher, qu'on ne doit pas approcher, c'est dégoûtant, machin, etc. La Bible est bourrée de « n'approchez pas des Asherah, éloignez-vous des Asherah » et tout ça, c'est elle. Et puis après, elle devient Vénus, après. Aphrodite d'abord, et puis après, elle devient Vénus, c'est elle. Mais d'ailleurs, je vous ai montré Aphrodite tout au début, c'était la première image que vous avez vue sur l'image de présentation. Elle est moche, Aphrodite. Enfin, elle est une moyenne, quoi. Et Inanna, elle est super foutue, hein. Elle est super jolie, elle est sexe en plus, et elle est belle. Et elle, c'est vraiment la sexualité, c'est l'érotisme. Et ça, c'est la Mésopotamie. C'est la Mésopotamie du 4e et du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Ça, c'est extraordinaire, quoi. C'est leur déesse. Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails, parce que j'aimerais bien, parce qu'il y a des choses très intéressantes, parce que c'était la déesse principale de la Mésopotamie. Déesse de tout, hein. Déesse de la mort, bien sûr, de la guerre aussi, de la force, déesse de la ville, déesse de l'artisanat, déesse de quasiment tout. Ils en avaient d'autres, des dieux, mais celle-là, c'était la déesse de tout. Et surtout, la déesse de la passion amoureuse, évidemment. Ça va aussi avec un monde où... où la sexualité est... Bon, un monde qui n'a pas connu le christianisme, quoi. C'est le christianisme qui a changé un peu la donne, quoi. Là, la sexualité, Freud, c'est un chrétien. Hein. Non, il n'était pas chrétien, mais c'est un chrétien. C'est-à-dire, il était juif, mais il était chrétien, en fait. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que pour lui, la sexualité, c'est la pulsion. Et c'est la chose contre laquelle se défend la culture. C'est ça que dit Freud. La sexualité, c'est la machinerie intérieure, et la culture est bâtie pour se protéger du caractère non maîtrisable de la pulsion sexuelle. C'est comme ça que Freud présente les choses. Je schématise, bien sûr, mais grosso modo, c'est ça qu'il dit. Eh bien, les Mésopotamiens du temps d'Inanna pensaient exactement le contraire. Ils disaient, ce qui est la sauvagerie, c'est avant la sexualité. Et c'est grâce à la sexualité qu'on fait rentrer les gens dans la civilisation. C'est-à-dire, c'est un anti-freudien total. Bon, je suis plutôt mésopotamien, moi, à tout prendre, hein, je vous dis la vérité. Mais, donc, je présente les choses comme ça, mais c'est vrai, hein, c'est ça qu'il dit. Et il y a un récit mythique qui le raconte très très bien, c'est l'histoire, que je ne me trompe pas sur son nom,
Enkidu, il s'appelle. Alors, c'est un... Alors... Bon, je sais pas, je suis obligé de vous dire quelques trucs parce que sinon vous n'allez pas comprendre. C'est-à-dire, vous avez cette déesse, Inanna, son culte est vachement étrange, quoi, parce que ces temples, le mot qui désigne les temples, c'est le même mot qu'on utilise pour dire bordel, en fait. Hein. Maison close, si vous voulez, dans ce sens-là, bordel, quoi. Et pourtant, c'est un temple. Hein. C'est un temple et c'est là où on fait le rite. Hérodote raconte une histoire sur les Babyloniens, mais qui sont de cette époque de Mésopotamie, donc un petit peu avant. C'est l'Irak, hein, tout ça. Hein. Bon, ça a bien changé aussi, hein, l'Irak. Hein. Bon, c'est l'Irak de l'époque. Comme quoi, on peut avoir de l'espoir. Hein. Ça va peut-être changer encore. Hein. On ne sait pas. Donc, Hérodote raconte que les femmes, les jeunes filles, ne peuvent se marier que si elles ont été dépucelées, en fait. Dépucelées par un étranger. Donc elles doivent avoir un rapport sexuel avec un étranger. C'est Hérodote qui raconte ça, hein, c'est pas moi qui ai inventé. Hein. Et elles doivent avoir un rapport sexuel avec un étranger de passage qu'elles ne connaissent pas. Donc comment elles font? Eh ben, elles vont toutes dans ces temples, là, les temples à Inanna, Ishtar. Là. Elles vont toutes dans ces temples et elles attendent. Alors les étrangers viennent, à Babylone, c'est une grande métropole de l'époque, donc il y a plein d'étrangers qui passent. Et les étrangers, après, ils veulent dormir la nuit. Et donc, avant de dormir, ils viennent et ils disent avec qui je vais dormir. Et donc, ils regardent et ils disent bah, toi, par exemple. Alors, Hérodote se moque et il dit bon, celles qui sont jolies ne restent pas très longtemps. Puisqu'il faut avoir un rapport sexuel. Et après, elles peuvent rentrer chez elles et trouver un époux. Et à ce moment-là, elles se marient. Mais celles qui sont moches, il dit, il peut rester 3-4 ans à attendre qu'il y ait quelqu'un qui les choisisse. C'est Hérodote. Hein. C'est Hérodote, hein, vous pouvez lire, hein, c'est dans l'enquête d'Hérodote. Bon, c'est probablement pas aussi vrai que ça semble. Hein. Mais c'est pas pour rien que ces temples-là s'appelaient des bordels, en quelque sorte. Parce qu'il y avait ce qu'on appelait la prostitution sacrée. Et c'est ça, hein, ce dont je vous parle, la prostitution sacrée. C'était pas toutes les filles, c'était pas systématique, mais le mécanisme existait. Et l'idée était quand même que c'est la civilisation. La sexualité, c'est la civilisation. Et je vous disais que le héros civilisateur, Enkidu, celui dont je vous parlais tout à l'heure, Enkidu, celui dont je vous parlais tout à l'heure, était une sorte de bête sauvage. Il était tout le temps avec les animaux. Tout ce qui l'intéressait, c'était vivre avec les animaux. Et Gilgamesh, c'est dans l'épopée de Gilgamesh. Hein, et Gilgamesh dit, c'est pas possible, on ne peut pas le laisser faire comme ça. D'abord, parce qu'à cause de lui, on n'arrive pas à chasser. Puisque sitôt que les hommes commencent à chasser, ben lui, il va et il le dit aux animaux, et les animaux évitent les chasseurs. Donc, on ne peut pas attraper d'animaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, envoyez-lui une harimtu. Une harimtu, ce sont les déesses, les vestales d'Inanna. Et s'il fallait traduire le mot, c'est le même mot, hein, c'est une langue sémitique, hein, c'est le même mot que vous trouvez dans harem. Hein, le harem, ou le haram, l'interdit. Ce qui veut dire l'espace clos, en fait. C'est ça que ça veut dire, haram, c'est l'espace clos. L'espace clos, c'est-à-dire, alors, soit le sacré, soit l'interdit, mais ce qui est clos, quoi, en quelque sorte. Et c'est de ces femmes-là qui étaient mises dans un espace clos, là, mais ça voulait dire les femmes libres. Harimtu, c'est la femme libre, c'est-à-dire la femme libre de l'homme, celle qui n'est pas soumise à la loi de l'homme. Ces femmes-là, eh bien, ces femmes-là, d'abord, elles étaient aussi instruites que les hommes, elles avaient une vie de courtisane, bien sûr, parfois prostituée, plus ou moins, mais de courtisane. Et surtout, elles n'étaient pas dépendantes de la loi des hommes. C'est les harimtu. Alors, on dit, pour sauver Enkidu, le sauvage, de sa sauvagerie, envoyez-lui une harimtu. Et voilà, c'est ce qu'on dit à la harimtu. On lui dit, découvre-toi le sexe pour qu'il prenne le plaisir que tu veux lui donner et n'aie crainte de l'épuiser.
Alors, c'est le texte, hein, c'est le texte de l'épopée de Gilgamesh, hein. Étonnant de modernité. Elle laissa tomber son écharpe et découvrit sa vulve pour qu'il puisse jouir en elle. Hardiment, elle le baisa sur la bouche et rejeta ses vêtements. Alors il s'allongea sur elle et elle lui montra, la belle, la sauvage, ce que peut faire une femme. Après ça, Enkidu, il n'a plus du tout envie des bêtes sauvages. Il n'a plus envie d'une chose, c'est où est-ce qu'on trouve des harimtou, où est-ce qu'on trouve des harimtou. Et il rentre dans la ville et il devient un homme civilisé. Donc c'est la sexualité qui civilise les hommes, et c'est exactement le contraire de Freud, comme je vous disais tout à l'heure. Donc cette Inanna, eh bien évidemment, c'est avec elle qu'on peut obtenir l'amour. Alors, voici la technique la plus ancienne, la plus simple. Vous pouvez l'utiliser, hein. Parfois ça marche. Elle vient de Mésopotamie, et elle a, bon, je dirais 5000 ans, hein, cette technique. Alors, on dit ça, prenez une grenade ou une pomme, belle, gonflée de sucre, appétissante, isolez-vous dans une pièce sans témoin, sans lumière, et vous prononcez la prière suivante. La plus belle des femmes a inventé l'amour. Apprenez-la par cœur, notez-la. La plus belle des femmes a inventé l'amour. Ishtar, qui se délecte des pommes et des grenades, a créé le désir. Monte et descend, pierre d'amour. C'est-à-dire, vous dites ça sur une pomme, et attendez, je vais vous dire ce qui va se passer. Entre en action à mon avantage, et c'est Ishtar qui doit présider à notre accouplement. Vous dites ça à la pomme, hein. Donc, mettez-vous dans une pièce tout seul, dans le noir, et vous dites cette prière à la pomme, plusieurs fois, hein. Alors voilà, à réciter 3 fois sur une pomme ou une grenade, qu'on fera croquer ensuite à la femme désirée. Dès lors, elle s'abandonnera et on pourra lui faire l'amour comme on voudra. Ça, c'est pas la passion amoureuse, hein. C'est juste pour qu'elle accepte de faire l'amour avec vous, quoi, hein. Ça, vous trouvez ça sur les tablettes de Mésopotamie. Ça a donc, je vous disais, 5000 ans, hein, cette prière-là, hein. C'est la plus ancienne, mais c'est assez peu maniable comme technique. C'est-à-dire, vous avez une pomme, déjà il faut avoir la pomme, bon, ça c'est pas très difficile. La grenade, c'est mieux, ça marche mieux. Et puis après, il faut que vous approchiez de la femme et que vous lui disiez, tiens, tu veux la pomme, quoi. Alors évidemment, la femme, elle va dire, non, j'ai pas envie de pomme. Donc ça repousse le problème d'un cran, quoi. Donc c'est pas la bonne technique, mais vous avez pigé le principe. Vous avez un objet qui est travaillé et vous avez une puissance qui est invoquée. Et vous allez demander à la puissance qu'elle agisse sur la personne par l'intermédiaire de l'objet. C'est ça l'histoire pierre d'amour. Elle mange la pomme et à l'intérieur de son ventre, il y a comme une pierre qui va monter, qui va descendre, qui va monter, qui va descendre. Elle va être si mal qu'elle n'aura envie que d'une chose pour se soulager, pour soulager sa douleur, sa souffrance, quoi. C'est de coucher avec vous, quoi. Voilà, c'est ça le sous-texte, si vous voulez. Donc, mais en même temps, vous êtes visible, quoi. Vous êtes fait repérer, quoi. Donc, c'est peut-être pas la méthode la plus élaborée, quoi. Alors, c'est pour ça que je vous ai apporté des méthodes plus tardives, quoi. Alors, vous me suivez toujours? Alors, je vais vous lire. Vous savez comment je l'ai connu, ce truc-là. Je vais vous le dire en quelques mots. C'est un patient antillais qui est venu me voir et qui m'a dit que son guérisseur aux Antilles lui avait donné cette recette. Après, moi, je la connaissais un peu parce que j'ai lu un peu les choses, quoi. Je suis allé la chercher dans le petit Albert. Vous savez ce que c'est, le petit Albert, le grand Albert, vous savez tout ça? Un peu? Non? Pas du tout? Ben, comment ça, vous ne savez pas? Vous êtes des innocents en amour. C'est bien ce qui me semblait. Bon, le grand Albert. Alors, Albert le Grand. Vous connaissez la place Maubert à Paris? Oui? Eh bien, pourquoi ça s'appelle la place Maubert?
Ça s'appelle la place de Maître Albert. Maubert, Maître Albert, Albert le Grand. Albert le Grand, qui était un archevêque très, très célèbre, un des copains de saint Thomas d'Aquin. Et c'était même un ami intime de saint Thomas d'Aquin. Ils bossaient ensemble, tout ça. Donc c'était un philosophe chrétien, catholique, militant, tout ça. Et par ailleurs, passionné de magie, de cabale, de trucs comme ça, et qui a écrit un bouquin, qui est un bouquin à la fois aristotélicien. Oui, alors, parenthèse, il y a 2 philosophes grecs. Hein. Non, il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y en a beaucoup plus. Mais il y en a 2 grands, si vous voulez, 2 grandes orientations de la philosophie grecque, plutôt. Il faut dire les choses comme ça. Aristote et Platon. Tout ce que dit Platon, c'est faux. C'est vrai. Tout ce que dit Aristote, c'est vrai. Mais c'est vrai. Non, je veux dire que c'est vrai. C'était comme ça qu'on le pensait à l'époque, mais ça s'est révélé vrai la plupart du temps. Tout ce qui a trait à la magie, à la sorcellerie, aux manipulations, etc., tout vient d'Aristote. Tout ce qui a trait à la philosophie, à la pensée, aux trucs où ils vous bourrent le crâne parce qu'ils ne savent pas faire, ça vient de Platon. Donc c'est pas compliqué. Quand vous avez quelqu'un qui a envie d'agir, de faire des choses pour vous, c'est un aristotélicien. Quand il y a quelqu'un qui vous explique de 1000 façons que de toute façon vous ne pouvez rien faire et que vous devez vous soumettre à la rigueur du destin, c'est un platonicien. C'est pas compliqué. Donc je vous donne des clés pour comprendre la philosophie grecque en fait. Hein. Bon, alors le grand Albert, Albert le Grand, celui qu'on appelle Albert le Grand, était un aristotélicien qui a introduit Aristote dans la philosophie du Moyen Âge. Et donc, il a écrit donc un bouquin de recettes, qui est le Grand Albert, mais qui était de la recette et de la philosophie. Et puis, après, il a circulé plein d'histoires sur Albert. Et puis, il a commencé à circuler un 2e bouquin, qu'on appelle le Petit Albert, où il y a beaucoup plus de recettes, mais quand même, on a des doutes sur l'auteur. Ça ne doit pas être le même Albert qui l'a écrit, et d'ailleurs, c'est probablement beaucoup plus tardif. Mais comme c'était un grand magicien de l'époque, on lui a attribué, mais ce n'est pas lui qui les a écrits en fait. Hein. Donc ça fait partie des techniques populaires, on va dire, qui étaient véhiculées entre le XIVe et le XVIIIe siècle. Et voilà, je vais vous la lire, la méthode. Il y a des secrets qu'on appelle chez les sages kabbalistes pommes d'amour. Donc vous aussi, vous avez des pommes d'amour. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit la même, hein, mais je vais vous donner celle-là, elle est super efficace. Hein. Et il se pratique en cette manière. Vous irez un vendredi matin. C'est toujours le vendredi, vous savez pourquoi hein? Ah oui, c'est le jour de Vénus. Ah oui, puisque vous appelez Aphrodite. Donc, vous allez un vendredi matin, avant soleil levé, dans un verger fruitier. Il y en a plein ici. Hein. Et cueillerez sur un arbre la plus belle pomme que vous pourrez. Puis, vous écrirez avec votre sang sur un petit morceau de papier blanc, votre nom et votre prénom. Et sur la ligne suivante, le nom et le prénom de la personne dont vous voulez être aimé. Ça va? Vous avez toujours suivi? Et vous tâcherez d'avoir 3 de ces cheveux, que vous joindrez avec 3 des vôtres, et qui vous serviront à lier le petit billet que vous aurez écrit avec un autre, alors un 2e billet, sur lequel il n'y aura que le mot « Sheva », aussi écrit de votre sang. Puis vous fendrez la pomme en 2, vous en ôterez les pépins, et en leur place, vous y mettrez vos billets liés des cheveux. Et avec 2 petites brochettes pointues, de branches de myrte verte, vous rejoindrez proprement les 2 moitiés de pommes et la ferez sécher au four, de sorte qu'elles deviennent dures et sans humidité, comme des pommes sèches de carême. Vous savez ce que c'est encore des pommes de carême? Moi j'ai connu ça, les pommes de carême. Ben oui, c'est les pommes qu'on laisse sécher au grenier et qui deviennent toutes craquelées comme ça. Elles ont un goût particulier, quoi. On les mange, hein. Vous l'envelopperez ensuite dans des feuilles de laurier et de myrte et tâcherez de la mettre sous le chevet du lit où couche la personne aimée sans qu'elle s'en aperçoive. Et en peu de temps, elle vous donnera
des marques de son amour. Ça, j'y crois plus. Ah ça. Ça, j'y crois plus. Alors, c'est toujours de la pomme, hein, je veux dire. C'est quand même pas compliqué à faire. Hein. Je vous ai pris la plus simple, hein, parce que parmi les recettes, quand il vous dit qu'il faut aller chercher le pénis d'un loup ou les testicules d'une hyène, bon, c'est quand même plus difficile. Là, une pomme, c'est pas difficile à trouver quand même. Hein. Bon, j'y crois beaucoup pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les principes sont tous corrects. Et je vais regarder les principes. Laissez tomber le côté un peu farfelu de la chose. Regardez les principes avec moi. L'objet, c'est un objet. Ça, c'est fondamental. Hein. C'est-à-dire que vous transmettez la responsabilité de l'action, non pas à votre influence. Parce que si c'est votre influence, ce sera influence contre influence, vous avez perdu d'avance. C'est-à-dire, si vous dites « cette femme me plaît, je voudrais qu'elle m'aime », aime-moi, aime-moi, elle va dire qu'est-ce que c'est que cet emmerdeur, quoi. Non, c'est évident, quoi. Ça ne marchera jamais, ça. Hein. Alors que vous ne faites pas ça, vous transférez l'influence, non pas en vous, mais dans l'objet. Cet objet est un objet composite, constitué de matières disparates. Parmi ces matières, il y en a qui servent à identifier le bénéficiaire et celles qui servent à identifier la cible. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez construit une machine. Mais une machine, elle fonctionne toute seule. Donc, vous dites à la machine, « Oh, machine, c'est pour moi que tu fais et c'est sur elle que tu agis. » Donc, il y a votre nom et il y a le nom de la personne. Hein. D'accord ? C'est pour ça que le filtre d'amour de Tristan et Iseult, ça a complètement merdé. Hein. Parce qu'il n'y avait pas marqué le nom du bénéficiaire dedans. Bah, c'est peut-être c'était fait exprès d'ailleurs, hein, parce que c'est pas normal. N'importe quel magicien sait qu'il faut que figure à la fois la cible et le bénéficiaire dans la constitution de l'objet. Puis on invoque la puissance, l'invisible, parce que vous n'avez pas la force de faire ça. Vous invoquez une puissance. Alors là, il y en a deux que vous avez invoquées. Vous avez invoqué Vénus, Aphrodite, donc, Inanna. C'est pour ça que je suis passé par Inanna tout à l'heure. Vous lui dites, hey, regarde, je fais ça le vendredi matin avant le jour qui se lève. C'est un culte à toi que je fais. Je suis encore en train de faire un culte à Aphrodite. Alors tu feras bien quelque chose pour moi, quoi. Mais vous invoquez aussi un petit démon que moi j'ai identifié, mais je ne suis pas sûr que j'ai raison, hein, parce que c'est des gens je pense que ça a été fait au XVe siècle, ça. En tout cas, celui que je vous ai cité, c'est une version du XVIIIe siècle, donc qui a été reprise. Et c'est l'édition là que je vous ai citée, elle date du XVIIIe siècle. Mais le nom de Sheva, pourquoi Sheva? C'est de l'hébreu. C'est de l'hébreu. Alors, soit c'est vraiment de l'hébreu littéral, ça veut dire 7. Sheva en hébreu, ça veut dire 7. Soit c'est de l'hébreu littéral et ça veut dire 7. Mais moi, je crois que ce n'est pas ça que ça veut dire. Que c'est quelqu'un. Et je sais qui c'est. C'est Bathsheba. Bathsheba. Bathsheba, c'est Bethsabée. En hébreu, on dit Bathsheba pour dire Bethsabée. Bethsabée, c'est qui? C'est la fille dont tombe amoureux fou David. Vous vous rappelez que David, il est là, il regarde il est là, il sort de son lit, il va sur la terrasse et il voit Bathsheba qui est en train de se baigner. Il dit, c'est qui celle-là? Il dit, c'est Bathsheba, la fille d'un tel, la femme de Uriel, ton général. Non, c'est pas un général, je crois, un capitaine. Ouais, vous me la ramenez tout de suite. Hein. Mais elle est mariée. Ouais, discute. Vous me la ramenez tout de suite. Il est fou amoureux. C'est la mère de Salomon. Hein, vous savez tout ça. Il faut que vous révisiez vos Bibles. Hein. Bon, alors, donc, on fait appel à une force. L'un, c'est une divinité, l'autre, c'est un démon local. Appelons-le Bathsheba, parce que je pense que c'est Bathsheba. Mais dans le texte, c'est Sheva. Et ensuite, on scelle l'objet. Ça, c'est crucial. C'est-à-dire qu'un objet comme ça, vous êtes en train de fabriquer un être vivant, en fait. C'est-à-dire qu'il va devenir autonome. Il va agir tout seul. Il va fonctionner comme s'il était indépendant de vous.
Donc il faut qu'il soit scellé, il ne faut pas qu'il puisse se démonter. Pour le sceller, il y a plusieurs façons. Ça, c'est la plus belle façon, hein, celle qui est décrite là. C'est on le scelle au feu. Donc on l'a constitué et puis on le met dans le four. Et là, il va sécher. En séchant, il va se fusionner, quoi. Je ne sais pas comment on dit, se coller, quoi. Et puis il va devenir comme si c'était une pomme complète. Ça va? Alors, ça, les scellés, vous le retrouvez partout, dans toutes les histoires d'objets destinés à déclencher la passion amoureuse. Vous avez des liens, des ficelles, des cadenas, machin. Vous savez qu'il y a un pont qui est en train de s'écrouler à Paris, et tellement ils ont mis de cadenas, les amoureux, hein, vous êtes au courant. Donc c'est toujours des cadenas, hein, ça n'a pas changé. Hein. Alors, reste à animer l'objet. Et ça, c'est le point le plus important de toute l'affaire. Je ne sais pas, je n'aurai pas le temps de vous le traiter. Hein. Je savais que je serais trop long. Je suis désolé. Hein. Là, il faut que je m'arrête, hein, c'est ça. Hein. Ouais, bon, alors je vais dire ça. Je vais vous dire ce que je ne dis pas, et puis je vous fais la conclusion, puis on s'arrête. Alors, reste à animer l'objet. Ça, c'est la chose la plus importante. Une fois que vous l'avez constitué, cet objet, c'est exactement comme quand on fabrique un être humain. Non, pas à la fac de médecine, hein. Comme on fabrique un être humain dans le texte biblique. Comment on fabrique un être humain? Comment Dieu fabrique un être humain? Il façonne avec de la terre, puis il a fait un être humain, quoi. Et puis après, il n'est pas vivant, cet être humain. Donc comment il fait? Il lui met le souffle de vie. Vous savez ça? Oui, il lui met le souffle de vie. Nefesh Ruach, son âme, quoi. Il lui souffle ça sur la bouche, sur la langue. Donc le souffle, ça, c'est l'élément important, c'est ce qui va le rendre autonome et qui va agir. D'où la phrase de Léris au début, qui ne vous a pas échappé, où il dit « Qu'est-ce qu'il sent là, dans l'entrecuisse des Mawayish ?» Il sent la glaise dont sont faits les golems. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça un golem. C'est-à-dire on fabrique un être artificiel en terre et on va lui donner une animation et c'est lui qui va agir pour vous. Parce que pour rendre quelqu'un amoureux, il ne faut évidemment pas que la personne sache que c'est de vous que ça vient. Il faut que ça se passe à son insu. Donc l'objet va aller, il va travailler, il va la rendre amoureuse et puis elle va venir, elle va dire « Oh, ben je t'aime ». Ah ben je dis « Ah ben je savais bien ». D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, alors ce que je ne peux pas vous développer, c'est l'importance de ces objets, c'est ce qui anime. Là, c'est des parfums. Parce que ce qui anime ces objets, c'est des êtres volatiles. Et la plupart du temps, c'est soit du sang, soit des parfums, dans tous les objets qu'on connaît. Alors, moi, je voulais vous développer tout particulièrement la notion de parfum, mais je n'aurai pas le temps. Alors, je vais aller... Ça, c'était le parfum. Bon. Quoi, juste la myrrhe? Vous savez comment ça fonctionne, la myrrhe? Non, ben, ce sera pour une autre fois. Bon. Juste un point sur... Ouais, peut-être je vous dis juste un truc là. Je vous ai décrit ces choses-là de manière un peu ludique pour vous les rendre sensibles. C'était des drames, hein. Et souvent, c'est à l'origine de drames. Pas toujours, mais souvent. C'est-à-dire qu'on dit que la Grèce antique, puisqu'on a donné beaucoup d'exemples grecs, on dit que la Grèce antique a inventé la politique, la philosophie, les mathématiques, la raison, le logos. C'est vrai, dans beaucoup de domaines, mais pas en amour. Hein. Les Grecs étaient obsédés, littéralement obsédés, par l'idée qu'on pouvait leur faire une magie d'amour. Et ils avaient un nom pour ça, ça s'appelait agogé. Agogé, c'est un objet qui vous rend, qui vous contraint, qui vous oblige à agir d'une certaine manière, agogé. Et ils étaient tellement obsédés par ça qu'il y avait des procès. On a fait un procès à Périclès même, en lui disant que sa femme, qui était une courtisane, là, comme les harim tout en question, que sa femme
l'avait capturé par une magie d'amour. Et on lui a fait un procès public à Périclès. On a fait des tas de procès comme ça. Les gens avaient très très peur de ça. On a trouvé des milliers d'ostracas comme ça, d'objets qui étaient destinés à fabriquer des passions amoureuses comme ça. Pourquoi on n'aimait pas ça? Parce que ça agit par la maladie, en fait. C'est-à-dire que le fond de l'affaire, c'est, vous mettez un objet pareil, par exemple la pomme là dont je vous parlais, vous mettez un objet pareil à l'insu de la personne, sous son lit, par exemple. Et qu'est-ce qui arrive à cette personne? Elle tombe malade. Elle tombe malade. Elle tombe malade et elle ne sait pas ce que c'est. Elle commence à trembler, elle ne mange plus, elle devient anorexique, c'est automatique. C'est vrai, c'est à tous les coups. Elle ne mange plus, etc. Et puis on se demande pourquoi. Jusqu'à ce qu'on comprenne que quand elle l'acceptera de se soumettre à l'amour qu'elle éprouve pour moi, c'est à ce moment-là qu'elle guérira. Mais dans un premier temps, c'est que de la maladie. Donc, entre un objet pareil et un objet de sorcellerie, il y a juste ce qu'on fait après, quoi. C'est à peu près un objet de sorcellerie. C'est pour ça que ces objets ne sont pas que des objets ludiques, c'est des objets de souffrance, en fait. Et que c'est pour ça qu'on se méfie beaucoup de ça. Et pour preuve de ce que je suis en train de vous dire, je prends juste le texte d'une de ces amulettes. Éveille-toi pour moi. Il parle à l'amulette, et va-t'en partout, dans chaque quartier, dans chaque maison, et lis Ptolémaïs. Alors, il dit bien le nom de la cible, la fille d'Origène. Empêche-la de penser, de manger, de boire, jusqu'à ce qu'elle vienne à moi. Sarah Pamon, c'est mon nom. Je dis le nom du bénéficiaire. Et fais qu'elle ne connaisse aucun autre homme que moi seul. Traîne-la par les cheveux, par les entrailles, jusqu'à ce qu'elle cesse de se montrer distante et que je la tienne, obéissante pour tout le temps de ma vie, aimante, désirante et me disant ses pensées. Ça, il y a un bouquin qui a répertorié toutes ces ostracas-là. Vous pouvez vous le procurer, vous verrez que je ne vous raconte pas de salade. Bon, alors donc, il est cité à la fin. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Malheureusement, je voulais aussi vous donner des détails, mais je n'ai pas le temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de ça dans notre monde moderne? Alors, je vais terminer par... quelques conseils aux chasseurs. Oui, c'est de la chasse, au fond. Alors, Diane, la chasseresse. Qu'est-ce qu'on peut en faire dans notre monde moderne, quoi? Parce que je vous vois mal faire la pomme, tout ça, vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas parce que vous vous sentirez ridicule. Parce que ce n'est pas cohérent avec l'univers qui vous entoure. Je ne vous invite pas à le faire, ce n'est pas ça que je dis, mais je dis, ce n'est pas cohérent. Donc, est-ce qu'il y a un fil qui nous relie à notre univers, nous, ici? Alors, j'en ai trouvé quelques-uns. La métamorphose, d'abord, parmi les procédures qu'on déclenche. Comme on sait que la passion amoureuse est métamorphose, je vous l'ai expliqué très en détail tout à l'heure, eh bien, promettez la métamorphose et vous obtiendrez la passion amoureuse. Ça a l'air idiot, ce que je vous dis. Ça a l'air idiot. Eh bien, c'est pourtant le b.a.-ba de la psychanalyse. Les psychanalystes, ils étaient vachement étonnés, ils disaient « C'est bizarre, je mets une patiente sur mon divan, puis tout d'un coup, elle se lève et dit « Docteur, je vous aime ». Évidemment, puisque je lui ai promis une métamorphose. Alors elle dit « S'il y a métamorphose, il y a passion amoureuse ». Elle dit « Passion amoureuse ». Il lui dit « Ah, c'est le transfert ». C'est pas le transfert, c'est de la technique. Et évidemment, vous mettez quelqu'un sur le divan, vous lui dites « Je vous promets une métamorphose à l'issue de votre cure sur le divan ». Il dit « Je vous aime ». Ça va, vous comprenez ça, Ouais, bon, donc, vous pouvez le varier à l'infini, vous pouvez le dire, le promettre, le faire miroiter, comme vous voulez.
pouvez aussi me présenter un chèque aussi, c'est pareil, hein, c'est métamorphose. Bon. Alors, deuxième principe, avancer masqué. Avancer masqué. Bah oui, parce que ça, je vous ai suffisamment expliqué, je ne vais pas passer des heures là-dessus. Parce que vous avez bien vu que si vous dites je vous désire et je voudrais que vous me désiriez, la personne va dire mais qu'est-ce que c'est que cet emmerdeur? Qu'est-ce qu'il vient faire irruption dans ma vie? Si je veux désirer, je désire de moi-même et je n'ai pas besoin qu'il me dise de désirer. Eh bien, écoute, il me désire et qu'il reste avec son désir, salut. Hein, grosso modo, c'est ça qui va se passer. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Hein. Il ne faut surtout pas le dire. Hein, et surtout pas le dire en face. Donc, vous dites rien et vous agissez. Vous agissez, alors comment? Alors, d'abord, il vous faut un annonciateur. Vous avez vu que dans toutes les procédures que je vous ai décrites, il y a au moins 3 personnes. C'est-à-dire, il y a vous, la personne que vous convoitez, dont vous convoitez l'amour, hein, et le technicien. Ah oui, il y a quelqu'un que vous allez voir, vous dites, hé, technicien, je voudrais que tu fasses quelque chose pour que. Donc ce troisième personnage est un personnage crucial. Regardez toutes les histoires d'amour, dans votre vie et dans la littérature, vous voyez toujours qu'il y a un troisième personnage. Ce personnage, moi je l'appelle souvent l'annonciateur. Celui qui vient, qui dit « Eh, dis donc, Roméo, t'as remarqué que Juliette, elle t'aime ?»« Ah non, je n'avais pas vu. »« Ah ouais, tiens, ouais, moi aussi je l'aime. » Mais vous croyez que c'est né entre Roméo et Juliette? Ou est-ce que c'est venu du frère, comment il s'appelle déjà? Frère? Bon, enfin bref, vous le connaissez. le moine qui fait le go-between entre les deux. Donc, au moins 3 pour l'amour. Ensuite, choisir les lieux. Ça, c'est de la méthode d'influence tout court, hein, mais c'est une technique d'influence que je suis en train de vous suggérer, en fait. Hein. C'est surtout pas parler à quelqu'un qui est assis. Hein. Ben oui, parce que quelqu'un qui est assis, il est assis. Et ben oui, il ne va pas bouger, puisqu'il est assis. Encore moins quelqu'un qui est couché. C'est pour ça que la psychanalyse ne fait jamais rien. Parce que les gens sont couchés. Ben oui. Et il faut parler à quelqu'un qui bouge, puisqu'il va bouger. Donc le mieux, c'est quand il bouge, quand il va d'un endroit à un autre, quand il est en train de bouger. Donc si vous voulez agir sur quelqu'un, vous agissez sur quelqu'un qui est en mouvement, qui est parti d'un endroit pour se rendre dans un autre endroit. C'est pour ça que ces objets, c'est pas pour rien, hein, que ces objets, on les plaçait toujours sur le pas de la porte ou sur le chemin. C'est-à-dire, je convoite telle personne, je repère l'endroit où elle habite et je vais et je pose l'objet sur le chemin que ses pas vont piétiner. Hein. Et donc, elle va se lever et quand elle sera en train d'aller, elle est en train de bouger, et bien là, c'est à ce moment-là qu'elle va marcher dessus et qui sera actif sur elle. Choisir son moment. Alors, choisir son moment, bon, je vais vous la dire en une phrase. Hein. Prenez les mélancoliques, quoi. Les gens qui sont déprimés. Un deuil, juste après un deuil, c'est le mieux. Ben oui, parce que si vous voulez rendre quelqu'un amoureux, juste après un deuil, ben, bien sûr, parce qu'il est déjà sorti de son enveloppe. Il est contraint de se modifier. Là, vous l'attrapez en plein mouvement. Et c'est à ce moment-là que vous mettez votre objet et que vous agissez. Et puis, alors là, vous ne le ferez pas. Mais je vous assure que c'est extrêmement efficace. Invoquer. Alors bon, bien sûr, vous croyez à rien parce que vous êtes français. Moi aussi, je suis français. Hein. Bon, mais non, je dis ça pourquoi? J'ai voyagé un peu dans ma vie et beaucoup en Afrique. Et en Afrique, souvent, je me suis retrouvé dans des églises, dans des endroits religieux, dans des endroits rituels aussi. Et on me demandait, c'est quoi ta religion? Moi, je répondais. Hein. La personne qui était avec moi, qui était un Français normal, moi je suis un Français anormal, parce que je répondais, et la personne qui était avec moi, elle disait, moi, je n'ai pas de religion. Et on lui répondait, ah, t'es Français, toi. Donc, bah oui, pourquoi? Parce qu'un Français, c'est pas quelqu'un qui est athée,
c'est quelqu'un qui croit en un Dieu qui n'en est pas. Donc c'est pas pareil qu'être athée. Il n'y a pas de athée. Et les Africains savent très bien qu'il n'y a pas de gens athées. Il n'y a pas de gens qui n'ont pas de Dieu. Il y a des gens qui ont un Dieu qui n'en est pas. C'est les Français. Donc ça les caractérise parfaitement. Bon, donc c'est comment je dirais pour ces gens-là, il est extrêmement difficile. Donc à mes compatriotes, à mes semblables, je vais dire, il est très difficile de leur dire d'invoquer. Invoquer, c'est parler à voix haute à une force et dont vous ne connaissez pas l'allure, les conséquences. Alors, je vous propose, par exemple, il y a une cathédrale ici. Il n'y a pas un diable dans cette cathédrale? Il y a toujours des diables dans les cathédrales. Hein. C'est pour ça que c'est bien, les cathédrales. Parce qu'il y a toujours des diables qui se mêlent. Il y a des diables, puis il y a des morts. Il y a plein de morts dans les cathédrales. Vous savez, les cathédrales sont bâties sur les morts. Puis sous les cathédrales, souvent, il y a des vrais lieux de culte anciens, avec des sources et des choses et des machins, etc. C'est le cas ici? Oui, sûrement. Sûrement, parce que vous savez ce qu'ils faisaient, hein, c'est la chose qu'on a eu le plus de mal à combattre en France. Parce que ce qui caractérise la France, c'est pour ça que moi j'ai un grand espoir dans la France, c'est que ce qui caractérise la France, c'est que c'est le pays des sources. Il y a des eaux partout en France. Il y a des sources qui jaillissent partout. Vous savez ça? Des eaux vives comme ça, qui sortent partout. Et bien avant qu'il y ait des cultes organisés, il y avait déjà des cultes aux sources. Après, il y a eu les cultes organisés, gaulois, celtes, etc. C'était aux sources. Et puis quand les églises sont arrivées, ils ont dit « arrêtez d'aller aux sources ». Jamais on n'a pu empêcher les Français d'aller aux sources. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a fait finalement? On a bâti les églises sur les sources. Ils ont dit, puisqu'ils iront de toute façon aux sources, comme ça ils iront à l'église. Hein, c'est ça. Donc si vous creusez un peu sous l'église, il y a toujours une source. Et parfois c'est même le fond baptismal. En dessous, c'est juste la source. Hein. Et donc c'est pour ça que j'y crois beaucoup. Allez donc à minuit, là où il n'y a personne, quand il n'y a personne, sur la place de la cathédrale, et dites à voix haute, moi, Toby Nathan, je voudrais que Juliette vienne passionnée par moi et se soumette à tous mes désirs. Et vous dites ça à voix haute. Faites-le plusieurs fois, vous allez voir, ça marche. Merci.